Bonjour Hicham Maratedit, bonne année. Tous mes voeux, tous les voeux de toute l'équipe de la matinale en ce 1er janvier 2026. Merci d'avoir accepté d'être présent avec nous ce matin. Je sais que ce n'est pas forcément évident pour tout le monde. Je rappelle que vous êtes expert en stratégie politique. Avec vous, on va essayer d'analyser le monde, si j'ose dire, au regard aussi des allocutions qui ont été prononcées par les uns et les autres, particulièrement hier soir. Alors chacun, évidemment, s'adressait à son peuple avec son propre calendrier politique, mais n'empêche qu'il y avait certains messages qu'il fallait entendre. Je commence d'abord, si vous le voulez bien, par le président chinois Xi Jinping, qui d'abord s'est félicité de la dynamique économique de la Chine, mais qui a aussi adopté un ton un petit peu martial, puisqu'il a parlé au lendemain des grandes manœuvres qui ont été menées autour de Taïwan. Il a parlé de l'intégrité territoriale de la Chine. Est-ce que ça augure de ce qui va se passer dans un avenir proche et peut-être même dès 2026? Merci beaucoup d'abord pour l'invitation et je vous souhaite également joyeuse et bonne année 2026. Je pense que l'allocution en fait du président chinois démontre en fait la détermination du gouvernement chinois d'être très sérieuse au niveau de son engagement à l'international pour la réunification territoriale, mais aussi pour défendre sa souveraineté telle qu'il le voit en fait dans sa vision géostratégique dans la région. Et aussi, ça envoie un message et un signal très important à la communauté internationale, et notamment dans le cadre de la gestion de ces rapports de force, pour dire que la Chine est aujourd'hui est encore plus déterminée que jamais de défendre son intégrité territoriale, mais aussi de défendre en fait sa vision de souveraineté telle qu'il a toujours souhaité depuis l'instauration en fait de sa nouvelle vision politique concernant l'intégrité territoriale, y compris en fait cette question de Taïwan. Et je pense, si vous voulez, vous le permettez, que l'année 2026 marque l'entrée définitive en fait dans un monde post-occidental. Et donc, nous ne sommes plus en fait dans un système dominé par une seule puissance, mais où en fait les États-Unis restent forts, mais ne décident plus seuls. Donc, les États-Unis peuvent toujours avoir son mot sur l'ordre international comme un chef d'orchestre, mais ils ne décident plus seuls comme on l'a déjà constaté depuis cette année 2025. Et cela veut dire que l'Europe compte aussi dans l'échiquier international, mais reste divisée politiquement, vu en fait l'instabilité politique dans un certain nombre de pays en Europe. Et par conséquent, les puissances en fait émergentes imposent leurs priorités aussi. On l'a observé en fait auprès d'un certain nombre d'acteurs internationaux dans différents continents, et cela aussi nous pousse à conclure que l'année 2026 ne va pas être facile en fait pour déterminer ou pour encadrer en fait cette nouvelle en fait dynamique internationale concernant les rapports de force. Donc en fait, ce que je veux dire, c'est que l'ordre international tel qu'on l'a connu depuis 1991 est terminé et que aujourd'hui la Chine, en fait, à travers l'allocution de son président, va encore être beaucoup plus présente dans les calculs stratégiques et géopolitiques, notamment dans en fait la vision occidentale. Et c'est ce que la Chine en fait essaie d'envoyer comme signal à travers l'allocution de son président. Oui, vous qui savez lire entre les lignes, l'allocution de Xi Jinping, c'était une façon de dire plus question de se laisser dicter quelques politiques par qui que ce soit. Oui, exactement. En fait, il se laisse pas en fait dicter en fait de la politique par qui que ce soit. Pourquoi? Parce que il voit que normalement que aujourd'hui en fait, et ils ont beaucoup plus en fait d'opportunités dans un monde qui bouge, qui est en mouvement, pour qu'ils puissent s'affirmer et encore en fait faire passer leurs priorités politiques et géopolitiques, et notamment à travers à travers en fait leur vision du parti politique, pour qu'ils puissent instaurer leur vision et surtout leur philosophie en fait de souveraineté et d'intégrité territoriale dans cette région du globe. Oui. Alors, parmi les allocutions télévisées pour présenter leurs vœux à leur population respective, ceux qui étaient particulièrement scrutés, c'était ceux de Vladimir Poutine d'un côté et de Volodymyr Zelensky de l'autre. Et alors, on a observé deux oppositions très importantes. On a un Volodymyr Zelensky qui, sur fond de musique douce d'ailleurs, s'est adressé aux Ukrainiens pour dire que l'accord de paix avec Moscou est prêt à 90%.
10%, mais les 10% restants, pas question de se vendre au rabais, grosso modo, c'est ce qu'il a dit. Et d'un autre côté, on a Vladimir Poutine qui, lui, ne s'est pas uniquement adressé à l'ensemble des Russes, mais s'est adressé particulièrement aux soldats qui sont au front pour leur dire la victoire est proche. Un ton martial et avec, d'un autre côté, un espoir de paix, ces deux oppositions que l'on constate aussi dans les négociations de paix qui sont menées actuellement sous l'égide des États-Unis. Ben oui, effectivement, comme vous l'avez mentionné, en fait, on voit que le président en fait ukrainien essaye de rassurer en fait les Américains et notamment l'administration américaine en la personne de Donald Trump pour dire que aujourd'hui l'Ukraine est prête vraiment à s'engager dans la vision américaine concernant la gestion de ce conflit en Europe et aussi de dire que c'est-à-dire aujourd'hui en fait l'administration en Ukraine il est prêt à être beaucoup plus flexible qu'il était pendant l'année 2025 et est prêt à rentrer dans une autre en fait, philosophie de paix avec la Russie pour qu'il puisse clôturer en fait ce dossier qui a tant souffert non seulement en fait les peuples ukrainiens et russes mais aussi a eu un impact direct et indirect sur les populations en Europe. Et c'est un signal aussi qu'il faut retenir avec une certaine méfiance politique parce que des fois aussi, comme on l'a constaté, les Ukrainiennes en fait essayent de toujours naviguer en fait sur la dynamique internationale pour rassurer d'un côté les Américains, mais aussi pour satisfaire les attentes européennes dans cette région du globe. Donc, je pense que la guerre est redevenue un élément structurel du système international si vous l'observez. Donc, le conflit en Ukraine n'est plus une exception, mais un précédent. Ensuite, en fait, les conflits en fait se multiplient sans véritable une sortie politique. Et je pense que c'est dans ce cadre, et ce cadre en fait de calcul géopolitique que le président russe et ukrainien essayent d'instrumentaliser leur discours politique pour ce début d'année 2026. Oui, parce que le véritable enjeu entre l'Ukraine et la Russie, c'est le Donbass, en tout cas les revendications territoriales de la Russie. Et là, pendant les négociations, il s'agit de replacer quelque part ces pions militaires, hein, si j'ose dire, c'est-à-dire essayer d'avancer au maximum pour pouvoir revendiquer un maximum de territoire. On en est là. Oui, je pense aussi que cette question en fait de gestion de territoire ou de conquête de territoire de part ou d'autre, mais aussi de sécuriser en fait les territoires reste la question centrale entre les deux dirigeants. Et je pense que la Russie était très claire pour dire que aujourd'hui la Russie est encore beaucoup plus forte en fait dans cette équation de négociation avec l'Ukraine, mais l'Ukraine reste aussi beaucoup plus fragile qu'il était en 2025 pour conserver ou pour protéger ou réclamer en fait les territoires occupés déjà par les Russes. Mais le tout en fait, comme je l'ai dit, se joue en fait sous l'égide des Américains et des États-Unis en particulier Donald Trump, pour qu'il puisse arriver à un statut de paix. Et aujourd'hui, l'Ukraine, en fait, elle est sous pression des Américains pour qu'ils puissent arriver à une conclusion de paix le plus vite possible. Sinon, il aura des conséquences encore plus sévères pendant cette année 2026. Ouais, et l'histoire n'est pas terminée puisqu'il y aura notamment le 6 janvier une réunion avec les Européens. C'est ce qu'a confirmé d'ailleurs Volodymyr Zelensky, le président ukrainien. On va regarder ailleurs dans le monde, si vous voulez bien, Hicham Moatedit, avec des conflits ou des risques de conflits. Et je pense particulièrement entre les États-Unis et le Venezuela, avec encore des frappes qui ont été menées la nuit dernière par les Américains, qui ont fait 8 morts, me semble-t-il. Et puis, apparemment, il y a eu aussi un bombardement terrestre au niveau d'un port. Ça, c'était avant-hier. Est-ce qu'il y a un vrai risque d'embrasement de ce côté-là aussi ? Oui, je pense en fait que le risque est toujours là, mais c'est un risque très maîtrisé en fait par les Américains. Et les Américains, ils privilégient cette région du monde et sur leur continent parce qu'ils reviennent en fait à une certaine philosophie géopolitique pour préserver en fait leur continent américain afin qu'ils le sécurisent, notamment dans ce mouvement en fait que la planète vit concernant le nouveau en fait repositionnement géopolitique des puissances, que ce soit
les premières puissances ou les puissances émergentes. Et je pense que le conflit pourrait se poursuivre durant en fait cette année 2026, mais c'est un conflit avec des calculs bien maîtrisés où les Américains ne veulent pas vraiment embarquer d'une manière très forte en termes de présence sur le terrain, mais avec des interventions, des opérations chirurgicales pour qu'ils puissent envoyer un message très, très fort à cette partie du globe sur leur continent pour qu'ils disent que les Américains, ils veulent rester et sécuriser encore plus en fait le continent américain pour qu'il devienne la puissance qui dicte en fait la vision stratégique afin de le conserver, notamment avec l'émergence d'un certain nombre de puissances et avec aussi cette montée de la Chine et de la Russie dans la région européenne. Oui, vous l'avez dit justement à propos de la Chine tout à l'heure que cette année 2026 marquait un tournant post-occidental et l'Afrique dans tout ça. Je pense en fait que l'Afrique reste le champ de bataille stratégique de ce siècle. Et je pense que l'Afrique est devenue un espace central de rivalité géopolitique. Donc, le Sahel se transforme, comme on l'a observé tous, en champ de confrontation internationale, que ce soit d'une manière directe ou par délégation à travers un certain nombre d'acteurs sur le terrain. Ensuite, le retrait en fait occidental ouvre la voie à de nouveaux acteurs. Et je pense que les Américains, les Russes et les Chinois restent en fait les principaux acteurs aujourd'hui qui vont se battre en fait sur un repositionnement stratégique et qui va prendre en considération non seulement les ressources naturelles, mais aussi en fait l'influence sur la mouvance en fait démographique, que ce soit au niveau socio-culturel, mais aussi au niveau en fait socio-économique, afin qu'ils puissent avoir un positionnement durable et stratégique pour assurer en fait leurs intérêts vitaux. Donc cela signifie que le coup d'État traduise en fait une crise de légitimité profonde et sont en faveur d'un certain nombre d'acteurs qui les orchestrent dans la région, que ce soit indirectement ou directement selon en fait leurs intérêts d'État. Mais aussi on a observé que le terrorisme en fait sous ces différentes formes s'adapte et s'enracine beaucoup plus rapidement aujourd'hui sur le continent africain qu'il était en fait depuis un certain nombre d'années. Donc enfin, l'Afrique n'est plus marginale en fait dans cette mouvance en fait et dynamique de la géopolitique internationale, mais elle est devenue très stratégique dans les calculs des grandes puissances, mais aussi dans les puissances émergentes. Oui, alors justement, vous l'avez dit, l'Afrique est devenue un vecteur stratégique au niveau mondial, le Maroc particulièrement, avec sa diplomatie qui a été victorieuse à l'ONU, au Conseil de sécurité, avec la résolution qui consacre le Sahara marocain. Est-ce que, selon vous, et avec ce qui va se passer aussi aux Nations Unies, et peut-être un siège africain au Conseil de sécurité de l'ONU, le Maroc a plus qu'une carte à jouer, vraiment, ça devient un élément central de la diplomatie africaine. Oui, je pense en fait que le Maroc s'impose comme un pôle de stabilité régionale incontestable aujourd'hui en Afrique. Et donc, sa diplomatie africaine devient un levier stratégique. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, le Maroc joue un rôle très important, non seulement au niveau politique, économique et diplomatique, mais surtout, en fait, au niveau de sa nouvelle philosophie de développement dans cette approche sud-sud telle qu'il a instaurée depuis l'arrivée de Sa Majesté le roi Mohamed VI au trône. Donc ensuite la question du Sahara structure en fait ses alliances, comme vous l'avez mentionné, avec ses relations non seulement en Afrique, mais avec l'ensemble en fait du globe. Donc cela signifie que Rabat aujourd'hui adopte une diplomatie multivectorielle en fait, qui connecte l'Europe, l'Afrique, l'Amérique et l'Asie à travers une diplomatie clairvoyante qui essaye vraiment d'être un connecteur en fait stratégique dans cette partie du globe, notamment avec l'Afrique. Donc par conséquent, Rabat parle avec tous sans s'aligner aveuglement. Aveuglement en fait, et c'est ce qu'on a constaté depuis un certain nombre d'années. Je pense que ça serait en fait toujours sa piste en fait diplomatique pour l'année de 2026. Et donc je pense que en fin 2026 pour le Maroc incarne une rationalité stratégique rare, vue en fait ou compte tenu en fait de son positionnement stratégique dans la région, mais aussi avec son héritage en fait de diplomatie et de politique et de relations internationales qui lui donne cette crédibilité d'être un acteur
sûre et crédible avec un certain nombre d'acteurs internationaux de premier rang, mais aussi de deuxième rang, et ceux en émergence. Puisqu'on parle de relations internationales et de diplomatie, Hicham Mu'tadit, intéressons-nous, si vous le voulez bien, à présent à l'Organisation des Nations Unies, l'ONU, qui a annoncé, pas plus tard qu'il y a quelques heures, une réduction drastique de son personnel, faute de budget. Il manque dans les caisses 300 millions de dollars, avec notamment les États-Unis qui ne payent pas les cotisations qui devraient être payées, une réduction de 20% de son personnel, ce qui est considérable, avec pas mal de missions qui sont menées, qu'elles soient politiques ou économiques ou même humanitaires, qui vont devoir être littéralement supprimées. Est-ce que c'est dangereux pour le monde ? Je pense que c'est pas une question de danger pour le monde, mais je pense qu'aujourd'hui, le monde va beaucoup plus rapidement en termes de dynamique géopolitique que la pensée même en fait des Nations Unies. Aujourd'hui, les Nations Unies doivent repenser en fait sa manière d'agir sur la scène internationale afin qu'ils puissent répondre aux nouvelles attentes, que ce soit des États, mais aussi de la dynamique en fait des rapports de force dans les quatre coins du monde. C'est vrai qu'avec l'arrivée de l'administration américaine, avec Donald Trump, en fait, la vision américaine par rapport à la gestion, avec la gestion en fait de dossiers en fait des relations internationales des États-Unis, ne privilégie pas en fait la dynamique fonctionnelle des Nations Unies pour qu'ils puissent agir beaucoup plus efficacement à gérer les enjeux sur la scène internationale. Donc aujourd'hui, c'est une question en fait beaucoup plus liée à la manière de comment les Nations Unies doivent ajuster sa vitesse afin qu'ils puissent rimer avec celle de la communauté internationale, et notamment avec les problèmes qui se multiplient et qui dépassent largement en fait l'efficacité opérationnelle et politique de cette organisation internationale, qui reste quand même la vitrine en fait ou la tribune en fait de politique de la diplomatie internationale. Oui. Est-ce que ce sera notamment la mission du prochain ou de la prochaine secrétaire général de l'ONU, parce que le secrétaire général actuel arrive en fin de mandat? Oui, naturellement, en fait, je pense que le prochain ou la prochaine secrétaire générale des Nations Unies devrait sérieusement mettre en avant cette question de repenser la structure et la pensée, la manière dont fonctionnent les Nations Unies afin qu'elles puissent répondre et surtout, en fait, arriver à suivre la vitesse, en fait, du développement, en fait, de la société internationale. Mais le plus important, c'est les acteurs, en fait, qui font partie de cette organisation internationale, qui doivent avoir un engagement très sérieux, une volonté politique pour qu'ils puissent se mettre d'accord sur une nouvelle forme d'organisation des Nations Unies qui répondent aux attentes et aux exigences des nouveaux enjeux, des nouveaux dossiers, mais aussi de l'émergence d'une nouvelle vision politique du monde qui ne suit plus en fait la traditionnelle manière des approches que les Nations Unies en fait utilisent pour gérer, que ce soit les problèmes ou les problématiques politiques, mais aussi la stabilité internationale autant que telle. Merci beaucoup, Hicham Mu'tadit, d'avoir été en direct avec nous dans cette édition matinale de Média TV en ce 1er janvier. Je rappelle que vous êtes expert en stratégie politique. Très très bonne année, encore une fois, à vous et à vos proches également. Et puis, à très bientôt. Excellente journée depuis donc le Canada.